S'il est des arts dont les productions tombent sous le sentiment, c'est la peinture, c'est la poésie. Il n'opère que pour nous toucher. Toute l'exception qu'on peut alléguer, c'est de dire qu'il est des tableaux et des poèmes dont tout le mérite ne tombe pas sous le sentiment. On ne saurait connaître à l'aide du sentiment si la vérité est observée dans le tableau historique qui représente le siège d'une place ou la cérémonie d'un sacre. Le sentiment seul ne suffit point pour connaître si l'auteur d'un poème de philosophie raisonne avec justesse et s'il prouve bien son système. Le sentiment ne serait jugé de cette partie du mérite d'un poème ou d'un tableau qu'on peut appeler son mérite étranger, mais c'est parce que la peinture et la poésie elles-mêmes sont incapables d'en décider. En cela, les peintres et les poètes n'ont aucun avantage sur les autres hommes. S'il se trouve des peintres et des poètes capables de décider sur ce que nous avons appelé le mérite étranger dans les poèmes et dans les tableaux, c'est qu'ils ont d'autres connaissances que celles que l'art de la peinture et l'art de la poésie peuvent donner. Quand il s'agit d'un de ces ouvrages mixtes qui ressortissent à des tribunaux différents, chacun d'eux juge la question qui est de sa compétence. C'est ce qui donne lieu quelquefois à des jugements opposés et néanmoins équitables sur le mérite du même ouvrage. Ainsi les poèmes louent avec raison le poème de Lucrèce sur l'univers comme l'ouvrage d'un grand artisan, quand les philosophes le condamnent comme un livre rempli de mauvais raisonnements. C'est ainsi que les savants en histoire blâment Varias, parce qu'il se trompe à chaque page, quand les lecteurs qui ne cherchent que de l'amusement dans un livre le louent à cause de ses narrations amusantes et de l'agrément de son style. Mais pour retourner à Lucrèce, le public est juge de la partie du mérite de son poème, qui est du ressort de la poésie, aussi bien que les poètes mêmes. Toute cette portion du mérite de Lucrèce tombe sous le sentiment. Ainsi, le véritable moyen de connaître le mérite d'un poème sera toujours de consulter l'impression qu'il fait. Notre siècle est trop éclairé et, si l'on veut, trop philosophe pour lui faire croire qu'il faille apprendre des critiques ce qu'il doit penser d'un ouvrage composé pour toucher, quand on peut lire cet ouvrage et quand le monde est rempli de gens qui l'ont lu. La philosophie qui enseigne à juger des choses par les principes qui leur sont propres enseigne en même temps que pour connaître le mérite et l'excellence d'un poème, il faut examiner s'il plaît et à quel point il plaît, et il attache ceux qui le lisent. Véritablement, les personnes qui ne savent point l'art ne sont pas capables de remonter jusqu'aux causes qui rendent un mauvais poème ennuyeux. Elles ne sauraient en indiquer les fautes en particulier. Aussi ne prétends-je pas que l'ignorant puisse dire précisément en quoi le peintre ou le poète ont manqué, et moins encore leur donner des avis sur la correction de chaque faute. Mais cela n'empêche pas que l'ignorant ne puisse juger par l'impression que fait sur lui un ouvrage composé pour lui plaire et pour l'intéresser, si l'auteur a réussi dans son entreprise et jusqu'à quel point il y a réussi. L'ignorant peut donc dire que l'ouvrage est bon ou qu'il ne vaut rien, et même il est faux qu'il ne rende pas raison de son jugement. Le poète tragique, dira-t-il, ne l'a point fait pleurer, et le poète comique ne l'a point fait rire. Il allègue qu'il ne sent aucun plaisir en regardant le tableau qu'il refuse d'estimer. C'est aux ouvrages à se défendre eux-mêmes contre de pareilles critiques, et ce qu'un auteur peut dire pour excuser les endroits faibles de son poème n'a pas plus d'effet qu'en ont les éloges étudiés que ses amis peuvent donner aux beaux endroits. L'amour tyrannique de Scudéry est demeuré au nombre des mauvaises pièces, malgré la dissertation de Sarrazin. En effet, tous les raisonnements des critiques ne sauraient persuader qu'un ouvrage plaise lorsqu'on sent qu'il ne plaît pas, comme ils ne peuvent jamais accroire que l'ouvrage qui intéresse n'intéresse pas. Jamais faire accroire. Du jugement des gens du métier. Après avoir parlé des jugements du public sur un ouvrage nouveau, il convient de parler des jugements que les gens du métier emportent. La plupart jugent mal des ouvrages pris en général par trois raisons. La sensibilité des gens du métier est usée. Ils jugent de tout par voie de discussion. Enfin, ils sont prévenus en faveur de quelques parties de l'art et ils la comptent dans les jugements généraux qu'ils portent pour plus qu'elles ne vaut. Sous le nom des gens du métier, je comprends ici non seulement les personnes qui composent ou qui peignent, mais encore un grand nombre de ceux qui écrivent sur les poèmes et sur les tableaux. Quoi me dira-t-on plus
on est ignorant en poésie et en peinture, plus on est en état de juger sainement des poèmes et des tableaux. Quel paradoxe, l'exposition que je vais faire de ma proposition jointe à ce que j'ai déjà dit, me justifieront pleinement contre une objection si propre à prévenir le monde au désavantage de mon sentiment. Il est quelque artisan beaucoup plus capable que le commun des hommes de porter un bon jugement sur les ouvrages de leur art. Ce sont les artisans nés avec le génie de cet art, toujours accompagnés d'un sentiment bien plus exquis que n'est celui du commun des hommes. Mais un petit nombre d'artisans est né avec du génie et par conséquent avec cette sensibilité ou cette délicatesse d'organes supérieure à celle que peuvent avoir les autres. Et je soutiens que les artisans, sans génie, jugent moins sainement que le commun des hommes, et si l'on veut que les ignorants. Voici mes raisons. La sensibilité vient à s'user dans un artisan sans génie, et ce qu'il apprend dans la pratique de son art ne sert le plus souvent qu'à dépraver son goût naturel et à lui faire prendre à gauche dans ses décisions. Son sentiment a été émoussé par l'obligation de s'occuper de vers et de peinture, d'autant plus qu'il aura été souvent obligé à écrire ou bien à peindre, comme malgré lui, dans des moments où il ne sentait aucun attrait pour son travail. Il est donc devenu insensible au pathétique des vers et des tableaux qui ne font plus sur lui le même effet qu'ils faisaient autrefois et qu'ils font encore sur les hommes de son âge. C'est ainsi qu'un vieux médecin, bien qu'il soit né tendre et compatissant, n'est plus touché par la vue d'un mourant autant que l'est un autre homme, et autant que le serait encore lui-même s'il n'avait pas exercé la médecine. L'anatomiste s'endurcit de même, et il acquiert l'habitude de disséquer sans répugnance des malheureux dont le jar de mort rend les cadavres encore plus capables de faire horreur. Les cérémonies les plus lugubres n'attristent plus ceux dont l'emploi est d'y assister, qu'il me soit permis d'user ici de l'expression dont Cicéron se servait pour peindre encore plus vivement l'indolence de la République. Le cœur contracte un callus de la même manière que les pieds et les mains en contractent. D'ailleurs, les peintres et les poètes s'occupent des imitations comme d'un travail au lieu que les autres hommes ne les regardent comme des objets intéressants. Ainsi, le sujet de l'imitation, c'est-à-dire les événements de la tragédie et les expressions du tableau, font une impression légère sur les peintres et sur les poètes sans génie, qui sont ceux dont je parle. Ils sont en habitude d'être émus si faiblement qu'ils ne s'aperçoivent presque pas si l'ouvrage les touche ou s'il ne les touche point. Leur attention se porte tout entière sur l'exécution mécanique, et c'est par là qu'ils jugent de tout l'ouvrage. La poésie du tableau de Coypel, qui représente le sacrifice de la fille de Jephthé, ne les saisit point, et il l'examine avec autant d'indifférence que s'il représentait une danse de paysans ou quelque sujet incapable de nous émouvoir. Insensible au pathétique de ces expressions, ils lui font son procès en consultant uniquement la règle et le compas, comme si un tableau ne devait pas contenir des beautés supérieures à celles dont ces instruments sont les juges souverains. C'est ainsi que la plupart de nos poètes examineraient le Cid si la pièce était nouvelle. Les peintres et les poètes, sans enthousiasme, ne sentent pas celui des autres, et portant leur suffrage par voie de discussion, ils louent ou ils blâment un ouvrage en général. Ils le définissent bon ou mauvais, suivant qu'ils le trouvent régulier dans l'analyse qu'ils en font. Peuvent-ils être bons juges du tout, quand ils sont mauvais juges de la partie de l'invention qui fait que le principal mérite des ouvrages et qui distingue le grand homme du simple artisan? Ainsi, les gens du métier jugent mal en général, quoique leur raisonnement examiné en particulier se trouve souvent assez juste. Mais ils en font un usage pour lequel les raisonnements ne sont point faits. Vouloir juger d'un poème ou d'un tableau en général par voie de discussion, c'est vouloir mesurer un cercle avec une règle. Comprennent donc un compas qui est l'instrument le plus propre à le mesurer. En effet, on voit tous les jours des personnes qui jugeraient très sainement si elles jugeaient d'un ouvrage par voie de sentiment, se méprendre en prédisant le succès d'une pièce dramatique, parce qu'elles ont formé leur pronostic par voie de discussion. Racine et Despréaux étaient de ces artisans beaucoup plus capables que les autres hommes de juger des vers et des poèmes. Qui ne croira qu'après s'être encore éclairé réciproquement, il ne dut se porter des jugements infaillibles, du moins sur le succès de chaque scène prise en particulier. Cependant, Despréaux avouait que très souvent, il était arrivé que les jugements qu'il portait après une discussion méthodique, son ami et lui, sur les divers succès que devaient avoir différentes scènes des tragédies de cet ami, avaient été démentis par l'événement et qu'ils avaient même reconnu, toujours après l'expérience, que le public avait eu raison de juger autrement qu'eux. L'un et l'autre, pour prévoir plus certainement l'effet de leurs vers, en étaient venus à une méthode à peu près pareille à celle de Malherbe et de Molière. Nous avons avancé que les gens du métier
étaient encore sujets à tomber dans une autre erreur en formant leur décision. C'est d'avoir trop d'égards dans l'appréciation générale d'un ouvrage, à la capacité de l'artisan dans la prise, dans la partie de l'art pour laquelle ils sont prévenus. Le sort des artisans sans génie est de s'attacher principalement à l'étude de quelques parties de l'art qu'ils professent et de penser, après y avoir fait du progrès, quelle est la seule partie de l'art bien importante. Le poète, dont le talent principal est de rimer richement, se trouve bientôt prévenu que tout poème, dont les rimes sont négligées, ne saurait être qu'un ouvrage médiocre, quoiqu'il soit rempli d'inventions et de ces pensées tellement convenables au sujet qu'on est surpris qu'elles soient neuves. Comme son talent n'est pas pour l'invention, ses beautés ne sont que d'un faible poids dans sa balance. Un peintre qui, de tous les talents nécessaires pour former le grand artisan, n'a que celui de bien colorier, décide qu'un tableau est excellent ou qu'il ne vaut rien en général, suivant que l'ouvrier a su manier la couleur. La poésie du tableau est comptée pour peu de choses, pour rien même dans son jugement. Il fait sa décision sans aucun égard aux parties de l'art qu'il n'a point. Un poète en peinture tombera dans la même erreur en plaçant au-dessous du médiocre le tableau, qui manquera dans l'ordonnance et dont les expressions seront basses, mais dont le coloris méritera d'être admiré. En supposant que les parties de l'art que l'on n'a pas ne méritent presque point d'attention, on établit sans être obligé de le dire qu'il ne nous manque rien pour être un grand maître. On peut dire des artisans ce que Pétrone dit des hommes qui possèdent de grandes richesses. Tous les hommes veulent que le genre de mérite dont ils sont doués soit le genre de mérite le plus important dans la société. Le lecteur observera que tout ce que je viens de dire ici, je l'ai dit des jugements généraux que les gens du métier portent sur un ouvrage. Que les peintres soient plus capables que tous ceux qui ne le sont pas de juger du mérite d'un tableau par rapport au coloris, à la régularité du dessin et à quelque autre beauté dans l'exécution, personne n'en doute, et nous le dirons même encore dans le 27e chapitre de cet ouvrage. On voit bien que j'ai parlé seulement ici des peintres et des poètes qui se trompent de bonne foi. Si je cherchais à rendre leurs décisions suspectes, que ne pourrais-je pas dire sur les injustices qu'ils commettent tous les jours de propos délibérés, en définissant les ouvrages de leurs concurrents. Dans les autres professions, on se contente ordinairement d'être le premier de ses contemporains. En poésie comme en peinture, on a peine à souffrir l'ombre de l'égalité. César consentait bien d'avoir un égal, mais la plupart des peintres et des poètes, aussi altiers que Pompée, ne sauraient souffrir d'être approchés. Ils veulent que le public croie voir une grande distance entre eux et ceux de leurs contemporains, qui paraîtront les suivre de plus près. En effet, Pompée ne supporta personne qui l'égalât en courage pour les affaires dans lesquelles il devait être le premier. Il désirait être le seul. Il est donc rare que les plus grands hommes en ces deux professions veuillent rendre justice même à ceux de leurs concurrents qui ne font que commencer la carrière et qui ne peuvent ainsi leur être égalés que dans un temps à venir et encore éloigné. L'on a souvent eu raison de reprocher aux illustres dont je parle le trait d'amour-propre dont Auguste fut accusé. C'est de s'être choisi dans la personne de Tibère, le successeur qu'il croyait le plus propre à le faire regretter. Si les grands artisans sont sensibles à la jalousie, que penser des médiocres? Que les jugements du public l'emportent à la fin sur les jugements des gens du métier. L'expérience confirme le raisonnement que je viens de faire. Il faut bien que les gens du métier se trompent souvent, puisque leurs jugements sont ordinairement cassés par ceux du public, dont la voix fit toujours la destinée des ouvrages. C'est toujours le sentiment du public qui l'emporte lorsque les maîtres de l'art et lui sont d'avis différents sur une production nouvelle. Un ouvrage, dit Despréaux, a beau être approuvé d'un petit nombre de connaisseurs, s'il n'est plein d'un certain agrément propre à piquer le goût général des hommes, il ne passera jamais pour un bon ouvrage, et il faudra que les connaisseurs eux-mêmes avouent qu'ils se sont trompés en donnant leur approbation. La même chose arrive lorsque le public donne son approbation à un ouvrage blâmé par les connaisseurs. Le public à venir, comme me permette cette expression, qui en jugera par sentiment, ainsi que le public contemporain en avait jugé, sera toujours de l'avis des contemporains. La postérité n'a jamais blâmé, comme de mauvais poèmes, ceux que les contemporains de l'auteur avaient loués comme excellents, bien qu'elle puisse en abandonner la lecture pour s'occuper d'autres ouvrages encore meilleurs que ces poèmes-là. Nous ne voyons pas de poème qui ait ennuyé les contemporains du poète parvenir jamais à une grande réputation. Les descendants eux-mêmes accordent juste autant de crédit que la génération précédente a pris d'engagement. Les livres de parties et les poèmes écrits sur des événements récents
donc une vogue, laquelle s'évanouit bientôt quand ils doivent tout leur succès aux conjonctures où ils sont publiés. On les oublie au bout de 6 mois, parce que le public les a moins estimés en qualité de bonne poésie qu'en qualité de gazette. Il n'est pas surprenant que la postérité les mette au rang de ces mémoires satiriques, qui sont curieux uniquement par les faits qu'ils rappellent. Le public les avait condamnés à cette destinée 6 mois après leur naissance. Mais ceux de ces poèmes, ceux des écrits de parties dont le public fait encore cas 1 an après qu'ils sont publiés, ceux qui l'estiment indépendamment des circonstances, passent à la postérité. Nous faisons encore autant de cas de la satire de Sénèque contre l'empereur Claudius qu'on en pouvait faire à Rome 2 ans après la mort de ce prince. On fait encore aujourd'hui plus de cas de la satire Ménippée, des lettres aux provinciales et de quelques autres livres de ce genre qu'on en faisait 1 an après la première édition de ses écrits. Les chansons faites il y a 10 ans et que nous avons retenues seront chantées par la postérité.